ce que je voulais vous présenter, c'était un peu ça. C'est-à-dire que au niveau de la saisonnalité, jusqu'à présent, on a quand même eu quelque chose d'assez différent par rapport à ce qu'on a connu par le passé. C'est-à-dire qu'avant, les politiques monétaires, on passait en assouplissement de liquidités et surtout, on commençait à modifier et on arrivait à soit s'extraire du quantitative tightening, soit directement passer en quantitative easing assez rapidement dans le cycle. Ça a été le cas en 2017, ça a été le cas en 2021, 2013 et même avant. J'estime que c'est des cycles très particuliers parce qu'il y avait vraiment très peu de liquidités et très peu de personnes dans l'écosystème crypto. Mais là, c'est le seul cycle jusqu'à maintenant où, globalement, on a quand même une grosse incertitude d'un point de vue macro, ce qui n'était pas forcément le cas avant, en tout cas pas de cette manière-là. Et surtout, on est en quantitative tightening, même encore aujourd'hui, même après l'année, après la période de, euh, de halving. D'accord. Normalement, on est quand même sur des périodes très bullish. Il y a des gros instituts aussi qui commencent à arriver. Hein, donc, évidemment, on peut crier la manipulation, on peut se poser des questions. Souvent, ils vont se hedger, c'est-à-dire qu'ils vont parier à la baisse, mais en même temps, ils vont rentrer en spot sur certains produits. Donc, en fait, ils peuvent gagner. Ça baisse, ils gagnent. Ça augmente, ils gagnent dans tous les cas. Et ils ont la possibilité de suppresser le prix avec tout un tas de contrats à terme, produits dérivés, etc. Ça aussi, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne YouTube et sur mon autre chaîne qui s'appelle Éternel étudiant. Pour ceux que ça intéresse, c'est exactement la même chose qu'ils ont fait avec l'or. L'or, aujourd'hui, si on calcule par rapport à l'agrégat monétaire M2 et l'expansion des liquidités, en fait, l'or devrait être sur des niveaux de prix bien plus importants qu'aujourd'hui. Voilà. Si on avait l'équivalent de la parité dollar et puis or comme ce qu'on avait avant l'étalon or de Richard Nixon, avant 1971, on serait évidemment sur une once d'or qui serait bien plus élevée en termes de prix que ce qu'on a aujourd'hui. Simplement, ils ont la possibilité de créer plus d'or papier que ce qu'ils ont en or physique et donc de suppresser artificiellement le cours de certains actifs. Donc c'est le cas pour l'or. Et puis évidemment, on peut se poser la question sur le Bitcoin, sur tout un tas d'autres actifs pour leur permettre toujours plus de pouvoir en accumuler. Voilà. Sauf que là, la grosse différence qu'on a entre le Bitcoin et l'or, c'est que l'or a la possibilité de pouvoir l'or a la possibilité de modifier son offre en fonction de la demande. C'est-à-dire que si on a une demande qui augmente, on a le prix qui augmente. Et du coup, si le prix augmente, on a la possibilité d'extraire plus d'or parce qu'il y a certaines expéditions qui peuvent devenir rentables, alors qu'avant, ça n'était pas forcément le cas. Là, pour le cas du Bitcoin, vous pouvez augmenter la demande autant que vous voulez. L'offre n'augmentera pas. Voilà. Elle est censée rester identique, voire même baisser avec le temps, avec les fameux épisodes de halving. Donc, c'est un peu les différences qu'on a eues et là où avant la capitulation sur les alts était beaucoup plus rapide, on avait un bottom sur la paire alt BTC beaucoup plus tôt dans le cycle parce que on avait une fin du quantitative tightening beaucoup plus tôt dans le cycle. Là, c'est absolument pas le cas. On est toujours en train de payer en fait les abus qu'il y a eu avec le Covid et tout. Simplement, on sait que les règles du jeu sont pipées aussi dans tous les cas puisque tous les États sont broke. Tous les États ont des dettes monumentales, en tout cas la grosse majorité d'entre eux, les pays développés comme l'Europe, la France, il y a les États-Unis, un peu de partout ailleurs. Donc on sait très bien comment ça se termine. Ils n'auront pas le choix que d'imprimer de l'argent de nouveau, de baisser les taux dans tous les cas. Donc voilà, il y a bien un moment donné où ce sentiment-là va shifter et on va passer en risk on asset. Voilà, les assets, risqués. Pour l'instant, on est plutôt sur des actifs risk off. Et c'est pour ça qu'on a eu un bull run en fait sur l'or jusqu'à présent. Et dites-vous que le proxy qu'on voit sur l'or, c'est la même chose que ce qu'on est censé voir d'une certaine manière un peu sur la crypto. C'est-à-dire que sur l'or, quand on est dans des périodes d'incertitude, on a un bull run sur l'or, comme ce qu'on a eu depuis 2022 en fait. Depuis le bear market, l'or a extrêmement explosé. Et ensuite, on commence à voir un bull run, ça a déjà commencé, mais on commence à voir un bull run sur les compagnies minières. D'accord, les compagnies minières commence à pas mal exploser justement parce que c'est un effet de levier sur l'or. L'or performe bien, donc les compagnies minières performent bien. Mais il faut au départ que l'or performe bien. Et ça, c'est dans des périodes d'incertitude, de questionnement d'un point de vue macro, avec des liquidités qui sont pas dingues non plus. Et quand on recherche plutôt des actifs défensifs, sécuritaires, et quand on est sur un point de vue macro, risque off. D'accord À l'inverse, en crypto, on considère que c'est plutôt en risque on. Pour le Bitcoin,
On peut s'interroger parce que là, on voit que même dans des périodes un peu comme ça, le Bitcoin quand même performe bien. Et quand il n'y a pas énormément de liquidité, la liquidité, elle peut se parquer quelque part. Il y en a peut-être une partie qui va aller en crypto, mais le Bitcoin récupère l'intégralité. Mais on a besoin, pour faire l'analogie avec l'or et puis les compagnies minières, on a besoin que le Bitcoin performe bien pour ensuite avoir des belles performances sur les altcoins, puisque dans tous les cas, c'est obligatoire. Mais dites-vous que ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que on est dans des périodes, quand il y a des incertitudes et des machins comme ça, quand l'or performe bien, c'est pas le moment, en fait, globalement, d'être trop sur des alts et en crypto parce que les gens recherchent de la stabilité et non pas de prendre des risques. Par contre, historiquement parlant, quand on a des grosses baisses de taux, quand on a du quantitative easing, bah là, l'argent coule à flot, les risques, on est capable de les prendre. On peut même emprunter de l'argent pour aller investir sur tout un tas de saloperies qui ne rémunèrent pas énormément, mais ça reste rentable puisque l'argent coûte rien. Et donc, c'est ce que les gens font. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Si tu empruntes à 5% pour le placer à 2%, tu vas pas gagner de l'argent, tu vas en perdre. Par contre, si à un moment donné, l'argent vaut 0 ou à 1% et que tu peux le placer à 3, bah, tu vas gagner de l'argent. Donc, tu vas continuer de le faire. C'est pour ça que les marchés augmentent. Donc, là, il y a une certaine saisonnalité aussi qui existe dans les actifs classiques et dans les actifs, donc les actifs plus traditionnels et les nouveaux actifs comme par exemple la crypto. Et cette saisonnalité, j'ai essayé de la représenter ici, notamment sur ce à quoi on pourrait s'attendre par la suite sur les périodes estivales. J'ai fait tout un live, je crois que c'était il y a une semaine et demie, que je vous invite à voir, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, dans la playlist live. Globalement, je vous expliquais que sur les périodes estivales, sur l'année post-halving, il n'y a pas eu un exemple dans l'histoire où ça n'a pas été bullish. Donc là, je vois tous ceux qui te disent cette fois-ci, ça sera différent parce que il y a un Black Swan, parce que il y a, je sais pas, X ou Y raison. C'est des gens qui, pour moi, ne connaissent pas le cycle. Et pourquoi je reste extrêmement bullish sur la suite justement du cycle, alors à la fois sur Bitcoin, sur les alts et tout simplement parce que ça a toujours été le cas par le passé. Et que pour moi, si vous étudiez correctement les cycles, et je vais vous le montrer, hein, là, je vous ai mis les épisodes de halving et je vais zoomer un peu. Donc, hop, là, ici, c'est à chaque fois les périodes, on va dire, estivales plus. C'est-à-dire que les périodes estivales, normalement, c'est juin, juillet, août. Là, des moments, je pousse jusqu'à septembre, octobre pour voir en fait globalement la suite logique sur des périodes pré-halving, euh, pré-halving précoce et puis post-halving précoce et puis vraiment post-halving même un petit peu plus tard. Donc là, si on regarde la période d'aujourd'hui, donc on est une année après le halving, hein, on l'a eu en avril 2024, donc là l'année qui suit, on est en 2025. Donc vous allez voir que pour moi, ce qui risque de suivre, ça va être bullish. Enfin, en tout cas, si on suit ce qu'on a connu par le passé, et quand je dis bullish, c'est pas forcément que sur le court terme, hein. On peut avoir un retracement. On peut avoir un retracement vers les, je sais pas, 95, 94 000 dans le cas d'Amlax One. S'il y a des effets de levier, ça peut aller éventuellement plus bas avec une mèche qui va plus bas. Mais dans tous les cas, si jamais ça arrive, ça sera dans un peu l'équivalent de ce qu'on avait connu avec le Covid, en fait, hein. Il y a eu une baisse qui était rapide, mais ça a été l'opportunité du siècle pour acheter, quoi, en fait, hein. Donc, si vous aviez acheté ça dans des périodes comme ça, vous seriez super content aujourd'hui. Donc, en fait, pour moi, la structure, c'est peut-être aller retester les structures basses si jamais on veut aller chercher, voir une consolidation pendant encore un certain temps. Mais dans tous les cas, moi, je vois toujours tous les signes que j'observe, c'est toujours une augmentation et une belle continuation de la tendance sur les prochains mois. Ce ne sera peut-être pas immédiat, évidemment. Il y a toujours une période d'incertitude. Et vous allez voir que historiquement parlant, si vous analysez bien les cycles, c'est entre le 30 juin et le 15 juillet. En fait, globalement, entre le 30 juin et le 15 juillet, il y a une période un peu de questionnement où les gens ne savent pas trop ce qui se passe. Et puis ensuite, à partir de ce moment-là, si on a un bottom à aller chercher, ça sera sur ça, en fait, entre le 30 juin enfin, entre aujourd'hui et puis le 15 juillet, en fait, globalement. Et puis après, à partir du 15 juillet, soit on a atteint un bottom et on part à la hausse, soit on a eu une baisse et on repart en V-shape recovery rapidement, soit en fait, on n'a pas vraiment trop baissé, mais on a continué de latéraliser et on repart à la hausse. Donc, vous allez voir un petit peu pourquoi je pense ça. Et vous allez voir qu'en fait, c'est des choses qu'on a connues, hein. Et malgré les périodes d'incertitude, malgré tout ça, parce qu'au final, là, on parle d'incertitude aujourd'hui, mais je veux dire, des incertitudes, il y en a eu tout le temps en crypto et puis sur les actifs classiques. Je veux dire, il y a un moment donné, on sait que les États sont brocs, qui seront obligés de réimprimer de l'argent. Donc voilà, si c'est pas maintenant, ça sera après. Mais il y a un moment donné, ils vont être obligés de le faire. Donc il y a plusieurs scénarios. Vous allez voir, il y a plusieurs scénarios qu'on peut entrevoir. Mais déjà sur la période estivale, là, je vous ai mis par exemple donc le halving. C'était en avril 2024, le quatrième halving.
Là, on voit que l'année avant le halving, bah, en fait, période de consolidation, voire de baisse. Enfin, pas intéressant, en tout cas, d'être sur le marché à ce moment-là. L'année d'avant, pareil, hein, pas intéressant non plus. On voit que c'était pas dingue en termes de performance. Souvent, on parle de boring, de boring période estivale, en fait, de période estivale plutôt ennuyeuse. Comme l'adage aussi sell in May and go away, vendre en mai et puis en gros se casser le plus rapidement possible. Parce que historiquement parlant, les périodes de mai et les périodes estivales sont pas dingues. Simplement, vous allez voir que là, dans une période, une année après le halving, c'est pas la même chose. Donc là, quand on est avant le halving, période estivale pas dingue, période estivale pas dingue. Là, une année après le halving, hein, mars 2020. Donc ça, c'était le troisième halving, mars 2020. Donc juste sur cette même année, vous voyez que la période estivale, elle est un petit peu haussière, mais globalement pas dingue non plus. Hein, c'est pas non plus extrêmement fou. Par contre, une année après le halving, le troisième halving, regardez ce qu'on a eu sur le BTC. Hein. D'accord. Sur les alts, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire aussi. Mais pour qu'il y ait une vraie run sur les alts, il faut qu'on ait un top sur le Bitcoin et qu'on ait après une baisse de la dominance, etc. Vous connaissez le laïus. Simplement, ici, on avait déjà commencé à avoir une alt season parce que on était en quantitative easing de l'extrême, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais pour le Bitcoin, voilà, force est de constater que c'était ultra bullish une année après le halving. On continue. Je reviens avant. Donc là, pas dingue, d'accord. Bear market, hein, 2019, 2018, pareil, bear market, pas dingue. Une année après le halving, second halving de juillet 2016. Donc là, sur 2016, période estivale, pas dingue, parce que c'était juste pendant la période de halving, mais du coup, pas dingue. Une année après, pile pendant la période estivale, qu'est-ce qui s'est passé? Run-up de l'extrême. Et une run-up qui a commencé en juin et qui a terminé en décembre 2017. Quand je vous parle d'une augmentation, c'est tout à fait possible. D'accord. C'est ça ce à quoi on peut s'attendre aussi. Parce qu'aujourd'hui, on se rapproche même beaucoup plus de la période de 2017 que la période, que le cycle en tout cas de 2021. Si on regarde même encore avant, donc avant sur halving, période estivale, bear market pas ouf, période estivale pas ouf. Une année après le premier halving, 2012, une année après le halving de 2012, période estivale, regardez. Regardez ce qu'on a eu sur le Bitcoin. Donc en fait, quand on regarde l'année post-halving, la période estivale, bah, si on prend le cycle de 2013, 2014, etc., bah, au final, entre juin 2013 et décembre 2013, le Bitcoin, il est passé de 70 $ à 1200. Donc ceux qui me disent c'est bearish, c'est quand même assez fou. Même truc pour 2017, une année après le second halving, on regarde, de juin 2017 jusqu'à décembre 2017, le Bitcoin, il est passé de 1800 balles à 20 000. Allez, on continue. On va parler sur 2021. Une année après le halving, période estivale, de juin jusqu'à novembre 2021, le Bitcoin, il est passé de 30 000 à 67. Il a fait un x2. D'accord. Et là, les mecs, ils viennent nous dire non, mais cette fois-ci, c'est différent, c'est de la merde, c'est pas intéressant, faut pas investir, on va en bear market. Moi, je comprends pas. Hein. Vous savez à quel point je mets des grosses pincettes sur ce que je dis, évidemment, parce qu'on peut toujours se tromper et qu'il n'y a aucune garantie dans quoi que ce soit. Mais là, je veux dire, pourquoi les gens ne gagnent pas des thunes en crypto? Parce qu'ils sont toujours en train de te dire cette fois-ci, c'est différent. Alors, non, je suis désolé, hein, les cycles aujourd'hui, ils se répètent quand même plutôt bien. Et là, on a une image très claire de ce à quoi on pourrait potentiellement s'attendre. C'est pour ça que je vous dis que la fenêtre pour faire les choses correctement, elle est relativement faible et que quand bien même il y aurait une baisse, là, il y aurait une baisse sur le Bitcoin, les alts vont dérouiller, c'est le moment pour rentrer. On a des, je dis, moi j'ai des poches de liquidité, j'ai des trucs, ça baisse, je re-rentre. Je re-rentre hardcore. Et quand ça repartira, parce que on regarde, hein, quand ça repart très vite, très fort. C'est plus là qu'il faut acheter. Hein. Là, c'est trop tard. C'est la fin. C'est pour ça que je vous le dis, si vous voulez vous mettre à jour, si vous voulez faire les choses correctement et pas vous faire avoir comme beaucoup de gens en se disant oh là là, qu'est-ce qui va se passer, machin, et toujours en train d'essayer de pas de réfléchir sur différents scénarios, mais finalement de ne pas avoir les résultats que vous devriez normalement avoir sur des périodes comme ça de cycle, rejoignez l'accompagnement. Je pense que ça vous aidera énormément. Et faites-vous votre propre idée. Vous mettez pendant un mois, vous voyez ce qu'il y a dedans. Ça vous plaît, vous restez. Ça vous plaît pas, vous restez pas. Force est de constater que ceux qui viennent aujourd'hui restent. Et c'est pas pour rien. Voilà. On est les seuls à avoir l'approche aujourd'hui
qu'on a sur la partie accompagnement et je suis convaincu que ça vous aidera énormément. Et là, j'en reparle parce que les opportunités sont là. C'est maintenant que ça se passe. Quand ça repartira, parce que ça va le refaire à un moment donné, ce sera trop tard. Ça sera trop tard. Et sans doute qu'on fermera les portes de l'accompagnement parce que voilà, ça sera plus intéressant. C'est pas quand le Bitcoin sera potentiellement à 200 000, que tu as un Ether à 10 000 balles, qu'il va falloir commencer à réfléchir sur ce à quoi il faut investir. C'est trop tard. Hein. Donc voilà, aujourd'hui les portes restent ouvertes, mais tout à fait possible qu'on décide de les fermer à un moment donné quand les opportunités ne seront plus là. Aujourd'hui, elles le sont. Pour une fenêtre de temps qui reste très limitée selon moi, mais n'attendez pas une énième confirmation, un énième truc, parce que j'en vois des fois certains qui ont des sommes astronomiques en crypto, qui, à mon avis, risquent de déchanter si jamais ils n'anticipent pas ce qui arrive par la suite. Et s'ils sont vraiment pas prêts. Voilà. Si vous n'avez jamais vraiment connu de bull run, vous pouvez pas vraiment savoir à quel point vous allez être sujet à différents biais et tout, à quel point c'est compliqué d'arriver jusqu'à la fin de son bull run avec des vraies plus-values qui seront validées. Simplement parce que voilà, quand ça shift sur le marché, ça shift très rapidement. Vous avez toujours l'impression que ça va monter plus haut et ça ne sera pas le cas. Il y a un moment donné, il va falloir prendre des plus-values. Et pour ça, il faut avoir une vraie stratégie, un vrai truc qui soit acté. Et voilà, aujourd'hui, on est prêt. Si vous venez sur l'accompagnement, vous avez tout. Vous avez la stratégie de sortie, vous avez tout. Vous avez les projets intéressants accumulés sur des niveaux de prix qui sont juste monumentaux aujourd'hui. Si ça baisse encore un peu, vous allez pouvoir en profiter d'autant plus. Et là, il y a la possibilité de faire vraiment du life changing si vous faites les choses correctement. Voilà. Moi, je reste convaincu que là, si vous faites les choses correctement, sur les 6-12 prochains mois, vous pouvez avoir des résultats qui sont juste monumentaux. Mais il ne faut pas foirer cette fenêtre de tir. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le foirer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire déjà sur au niveau de la saisonnalité. Donc ceux qui vous disent c'est différent, c'est pas intéressant, ça va être en bear market. Alors il peut toujours y avoir un black swan, hein. Mais pareil, hein. Je veux dire, quand il y a des black swan, à chaque fois, c'est des opportunités en or pour recharger. Donc si demain, il y a un black swan, on ne sait pas ce que ça peut être, hein. Pas une guerre, encore un autre truc, peu importe. Pour moi, ça sera une superbe opportunité sur le Bitcoin et sur les alts. Là, pour l'instant, si jamais ça baisse, c'est une superbe opportunité sur les alts. Et même aujourd'hui, c'est une superbe opportunité sur les alts puisqu'ils sont très largement sous-cotés par rapport au BTC. Par contre, tous les alts ne se valent pas, hein, évidemment. Hein. Si vous achetez n'importe quoi, j'en vois beaucoup qui parlent de la méta IA, la méta Memcoin, tous ces trucs-là. Oui, évidemment, il peut y avoir des performances là-dessus. Mais voilà, tous les projets n'auront pas vocation à augmenter. Tous les projets n'auront pas vocation à dépasser leur ATH. Donc, soyez très vigilants. Hein. C'est vraiment, les dés sont pipés là-dedans. Hein. La plupart qui arrivent à vraiment gagner du pognon sur des nouveaux projets comme ça sont des personnes qui sont soit VC à l'intérieur, soit qui ont reçu déjà des préallocations, soit sont les devs et tout. Et la plupart des particuliers, en fait, se font dumper sur la tronche. Mais soyez quand même très optimistes pour la suite, puisque l'histoire nous renseigne quand même sur ce que je viens de vous évoquer là. Regardez, on est quand même sur quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. Historiquement parlant, les périodes estivales post-halving ont toujours été bullish, quoi. Jusqu'à présent, ça a toujours été le cas. Et des périodes d'incertitude, il y en a eu. Hein, d'accord, des périodes de hack, incertitude, ou ce que vous voulez. Donc, est-ce que cette fois-ci, ça sera différent? On verra. Pour moi, il y a la fenêtre là entre fin juin, début juillet, mi-juillet, où il peut se passer un certain nombre de choses. Est-ce qu'on va rechercher les 94, 95 000 sur le BTC? Si jamais c'est le cas, pour moi, c'est l'opportunité du siècle pour rentrer sur BTC ou si c'est sur ce cycle-là, vous voulez rentrer sur le BTC, mais surtout sur les alts. Voilà. Même aujourd'hui, c'est des opportunités, mais si ça baisse, allez, on re-rentre rapidement dessus. Et après, ça repart à la hausse. Voilà. Tous ceux qui vous diront le contraire, qu'ils essayent de vous expliquer, mais vous verrez que très souvent, ils ont des arguments qui sont complètement alambiqués. Ils vont essayer de vous faire de la macro, qu'ils comprennent même pas. Ils vont essayer de vous faire de la politique, de la géopolitique, de la macroéconomie. Ils vont essayer de vous présenter tout un tas d'indicateurs. Ça tient pas la route parce que voilà, aujourd'hui, on a suffisamment d'historique en crypto pour regarder un petit peu ce qui s'est passé et on verra. On refera le bilan, mais tous ceux qui vous disent this time is different, c'est des mecs qui bouffent des pâtes chaque jour. Donc voilà. Regardez ceux qui ont des résultats, regardez ceux qui analysent vraiment des données à chaque fois. Et oui, on a quelques différences. Ceux qui vous disent aussi pareil, hein, vous vous souvenez, hein, tous ceux qui vous disaient double top de 2021, on va le refaire cette fois-ci. Il n'y a pas eu une seule fois dans l'histoire où on a répété exactement le même cycle. Ça n'existe pas, ça. Ça serait trop simple, en fait, de se dire, tiens, on a eu un double top sur le cycle d'avant, donc on va l'avoir cette fois-ci. Du coup, on l'anticipe. Non. Ce qui fait que les cycles
laisse la majorité des gens sur le carreau, c'est qu'à chaque fois, il y a des petites différences, mais que ces petites différences, elles te font éclater. Pourquoi? Parce que 2017, les mecs se disaient, tiens, phase parabolique vraiment entre novembre, décembre, janvier, sur les altes. Qu'est-ce qui s'est passé sur 2021? On a eu un double top. Et puis sur novembre, décembre, janvier, en fait, on avait déjà eu le top sur septembre, septembre-octobre. On n'a pas eu la phase parabolique de fin d'année. Donc ça, grosse différence. Puis le double top qu'on n'avait pas eu sur 2017. Donc si on s'était câblé sur le cycle de 2017, c'était mort. Ensuite, bear market. Bear market. Ah mais non, mais ça va jamais descendre en dessous du plus haut du cycle d'avant. Bah, on est allé chercher les 16 000. Hein, alors que le plus haut du cycle d'avant, bah, c'était plus de 20 000. C'était plus de 20 000 pour le BTC. Cycle de 2017, c'était pareil. Les mecs étaient en 2017, ils se disaient ah mais attends, là c'est un premier pic. Mais attends, ça va rebaisser. Et puis là, on va faire comme 2013. On va réaugmenter. 2013-2014, on avait eu un pic ici, on a baissé et ensuite on va réaugmenter. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et à chaque fois, il y a des petites différences comme ça. Hein. D'accord hein. Là, la différence qu'on a par rapport au cycle d'avant, c'est que c'est le Bitcoin qui est hyper fort. On a les instits qui rentrent, on a les gros qui rentrent, qui accumulent à tour de bras. On est en quantitative tightening alors que ce n'était pas le cas avant. Mais la théorie du double top avec le dead cat bounce, avec des clôtures en weekly et en mensuel au-dessus du plus haut du cycle d'avant, bah, ça nous a montré que le dead cat bounce, en tout cas, c'était plus vraiment d'actualité. On va attendre sur les périodes de weakness, là, les périodes de faiblesse sur mi-juin, enfin plutôt fin juin, mi-juillet. Mais après, la suite logique, c'est la continuation de la tendance. C'est la continuation de la tendance. Et on en a besoin pour avoir ça. Donc après, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Et moi, c'est ce que je voulais vous présenter aussi. Là, je vous montre mon écran. Il y a par exemple Bob Lucas qui, lui, présente différents scénarios. Ce scénario-là, j'y crois pas du tout. Hein. D'accord ? C'est le bull market séculaire, l'équivalent Sailor sur per cycle, avec les instituts qui rentrent, tout le monde qui rentre dedans, gros FOMO, pas de bear market tout de suite. Et globalement, en fait, on a une augmentation, on a une petite baisse. Ensuite, quantitative easing à mort et on augmente. Et après, gros bear market séculaire sur plusieurs années. Quoi. Mais ça, c'est un scénario qu'on commence à voir beaucoup et j'y crois pas du tout. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est un truc auquel je n'adhère pas pour l'instant, même si ça reste plausible. Parce que là, imaginez, c'est-à-dire que selon ce scénario, ça serait potentiellement des bitcoins à 200 000 jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, une baisse jusqu'à 130 000 jusqu'à mi-juillet. C'est-à-dire que le bear market, en gros, durerait 6 mois. Et ensuite, repartir de 2026 jusqu'à 2029 à 700 000 balles presque sur le BTC pour ensuite descendre pendant plus de 2 ans et demi à, je sais pas, 200 000 balles. Enfin, voilà. Là, ça serait en gros, this time is different. Parce qu'il y a les instits, parce qu'il y a tout un tas de choses. Et aujourd'hui, bah, voilà, on a suffisamment d'historique sur les marchés financiers traditionnels pour se rendre compte que généralement, ce n'est pas le cas. Même si ça reste un scénario envisagé, hein, d'accord hein. Si ça monte comme ça, on gagne plus d'argent. Hein. Faut se protéger, mais il ne faut pas se baser que sur quelque chose comme ça. Moi, je me base quand même sur les cycles historiques, parce qu'on a quand même pas mal d'historique maintenant. Je sais que les périodes estivales, dans des périodes post-halving, en général, sont très bullish sur le BTC et qu'on a besoin de ça pour la partie alt. Et qu'à un moment donné, quand ça va topper sur la partie Bitcoin dominance, là, ça va shifter très, très, très rapidement. Et vous allez voir. Vous allez voir, parce que vous reviendrez sur ces lives-là et vous verrez que ce qu'on dit, c'était pas des conneries. Là, ce que je vous donne, c'est de l'or en boîte, les mecs. Hein. Je vous donne ça gratuitement. Hein, c'est de l'or en boîte, hein, ce que je vous donne. Il y a très peu de gens qui le font sur Internet, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas ce qu'ils disent. Mais voilà. Là, ce que je vous dis, c'est ultra, ultra, ultra important. Par contre, il ne faut pas que vous fuckiez votre cycle. Quoi. C'est une opportunité qui est énorme. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui vont le foirer. Je le sais, statistiquement, c'est comme ça. Donc vraiment, méfiez-vous et faites attention. Il y a d'autres indicateurs qu'on suit aussi très fortement, comme par exemple celui-ci, hein, qui vous montre que normalement, les cycles sont plus courts en termes de bear market sur la partie alt et sur la partie BTC, et que globalement, on a une remontée beaucoup plus rapide et on repart très rapidement sur des plus hauts sommets sur la partie BTC. Là, finalement, pendant très longtemps, on a accumulé et que là, quand ça, comme une cocotte minute, hein, vraiment, hein, regardez, hein, les périodes de consolidation et de baisse, en général, elles sont beaucoup plus courtes. Sur le BTC, ça a été beaucoup plus long. Sur les alts, c'est pareil. Donc, quand ça pète très vite, très, très fort. Et là, on en arrive sur des périodes comme ça, quoi. Voilà. Là, les gens, ils vous disent que c'est fini, mais on en est là. Pour moi, sur la semaine 133 à chaque fois sur les cycles, le cycle de 2013, 2017, 2021, 2025, regardez ce qui se passe. Hein. C'est la phase parabolique. C'est la phase parabolique. Donc on verra.
Et la phase parabolique sur BTC. Après, sur les alts, évidemment, il faut que ça top sur le BTC pour après avoir des alts qui performent à mort. Mais voilà. Aujourd'hui, on en est là. Donc, moi, le scénario que j'entrevois là sur la suite du cycle, par la suite, c'est bullish à mort. Bullish à mort. Voilà. Il peut y avoir un Black Swan, il peut y avoir un truc, mais quand bien même c'est le cas, et des mauvaises nouvelles, il y en a eu. Hein. Mais on se rend compte que malgré ça, les niveaux sont tenus, quoi. Sont tenus sur le BTC, sont tenus sur l'Ether. On a eu une augmentation sur l'Ether entre 1400 $ et là, on est à plus de 2000 et quelques. On voit qu'il y a une vraie envie de rester sur ces niveaux, hein, malgré la peur. Des moments, il y a des baisses, mais ça repart direct sur ces niveaux-là. On a une consolidation et tout. Vous allez voir. Si vous avez jamais connu des périodes comme ça va péter, mais ça risque de péter sévère. Donc moi, voilà, je reste extrêmement positif pour la suite. Et pourquoi je vous dis que y a plusieurs indicateurs qui nous font dire que le top n'est pas in. L'une des raisons, c'est ça aussi. Hein. Si vous regardez les bandes de Bollinger, en général, quand vous avez des phases paraboliques comme ça, vous avez des écartements et des formes comme ça sur les bandes de Bollinger qui sont juste monumentales et qui démontrent un certain niveau de volatilité et en général qu'on est très proche du top. Ça a été le cas sur 2012, ça a été le cas pour 2013-2014, c'était le cas pour 2017, c'était le cas pour 2021. Regardez l'écartement des bandes de Bollinger aujourd'hui. Là. Voilà. Est-ce que ça vous montre qu'on s'est rapproché d'un top là? Absolument pas. Voilà. C'est un indicateur parmi tant d'autres, hein, mais absolument pas. Voilà. Donc l'une des autres raisons qui nous montre que ce n'est pas le cas. Pareil, l'accumulation de la part des baleines. Il y a de moins en moins de Bitcoin sur les plateformes d'échange centralisées OTC, je le dis tout le temps, mais là, ça n'arrête pas d'accentuer. On a des boîtes qui en achètent, mais à tour de bras. Metaplanet qui ont des plans, par exemple. Alors, il y a Michael Saylor et plein d'autres boîtes, mais Metaplanet qui annonce qu'ils veulent ajouter 210 000 BTC à leur trésorerie d'ici 2027. Donc là, aujourd'hui, ils sont à 10 000 BTC. Fin d'année 2025, ils veulent multiplier par 3 leur stack en BTC. 2026, 100 000 BTC. Et après, 2027, 210 000 BTC. Puis à mon avis, après, il risque encore d'accélérer. On a une boîte qui s'appelle Sharplink Gaming, qui aujourd'hui est le plus gros détenteur juste en dessous de la fondation Ethereum d'Ether. Donc 176 271 Ether de 463 millions de dollars, sans compter tout le reste, hein, sans compter les instituts, sans compter tout le reste. Et pour autant, on a des prix qui ne bougent pas. Regardez le nombre. Là, c'est les positions des baleines depuis le départ. Ça n'arrête pas d'augmenter. C'est en augmentation nette. Et quand on parle de baleines, il y a les baleines classiques et après, il y a les méta-baleines. C'est-à-dire que là, on est entre 10 000 entre 1000 et 10 000 Ether pour Ether. Mais il y a également les baleines entre 10 000 et 100 000 Ether. Et après, il y a plus de 100 000 Ether. Et là, ça a explosé. C'est-à-dire qu'il y a même des baleines qui se sont fait rincer pour donner entre les mains de méta-baleines, c'est-à-dire de méga-baleines. Un truc beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Et là, on commence à avoir un shift. Pourquoi je vous en parle? Parce que on commence à avoir une surperformance sur Q2. Sur Q1, ce n'était pas le cas. On avait une sous-performance de l'Ether. Là, on commence à avoir une surperformance jusqu'à présent de l'Ether sur Q2 par rapport au BTC. On commence à avoir un petit shift. On commence à avoir un petit truc. Et quand on commence à avoir une surperformance de l'Ether par rapport au BTC, c'est que les gens commencent à se dire, tiens, j'ai envie de prendre un peu plus de risques. Simplement, sur la courbe du sentiment, on est plutôt sur la désillusion. Quoi. Parce que les mecs, ils se disent, ça fait 4 ans et demi qu'on n'arrête pas d'être en bear market. À quel moment, cette fois-ci, c'est censé réaugmenter? Et là, je suis en train de vous montrer qu'on est sur une période charnière. On est sur un truc où là, globalement, il ne faut pas être bearish. Hein. Pour moi. Hein. Là, on est sur un moment où il ne faut pas être bearish. On accepte son risque, on accepte qu'il peut y avoir de la volatilité à court terme, mais moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est le scénario que j'entrevois. Et puis après, il y a tous ceux qui vous disent, non, mais là, on va partir en 3e guerre mondiale, c'est pas intéressant, machin et tout. Et encore une fois, tout reste possible. Mais vous avez cette matrice-là. Hein. D'accord? Donc, tu n'achètes pas, et puis tu as la guerre nucléaire, bon, tu meurs. Hein. OK? Tu achètes, et il y a la guerre nucléaire, tu meurs. Donc, OK. Ensuite, tu n'achètes pas, et la guerre nucléaire n'arrive pas. Tu es sideline. Donc, tu restes sur la chaussée, et puis le marché augmente sans toi. Il n'y a pas la guerre nucléaire, et puis à un moment donné, le sentiment de marché va commencer à s'éclaircir, comme ça arrive dans 100% des cas, tu as acheté, tu gagnes de l'argent. Voilà. Donc après, à vous de choisir le scénario que vous souhaitez, mais voilà, aujourd'hui, il n'y en a pas 50 de scénarios. Donc, regardez vraiment ce qui se passe, regardez vraiment ce qui est observé et la période dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, et qu'en général, quand ça shift, en général, quand ça change, en général, quand les gens commencent à modifier un petit peu leur état d'esprit là-dessus, c'est trop tard. C'est trop tard pourquoi? Parce que le marché a déjà évolué. Le marché a déjà augmenté. Regardez ici. Je reviens juste ici. Hein. Regardez juste là. Pour ceux qui nous ont suivis, est-ce qu'on ne vous a pas dit à ce moment-là que c'était trop tôt pour parler de bear market? Est-ce qu'on ne vous l'avait pas dit? On ne l'avait pas répété. On s'est fait insulter, mais
toute façon, à chaque cycle, on se fait insulter. On reçoit même des menaces de mort par email, des machins. Enfin, vraiment, c'est toujours la même chose. Mais si on fait abstraction de ça, combien de gens vous disaient bear market, bear market, bear market, double top par rapport au 2021? Nous, qu'est-ce qu'on vous disait? Revenez au live précédent. Revenez à ce qu'on vous disait, c'est disponible sur Internet. Vous pouvez vérifier l'info. On vous disait, tant qu'on ne vient pas breaker, qu'on ne vient pas sur cette zone-là, qu'on ne vient pas clôturer en dessous en weekly et en monthly, c'est trop tôt pour dire qu'on est en bear, qu'on part en bear. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un rallye là de 50% sur le BTC, pile sur une droite de tendance qui correspondait, si on dézoome encore un peu, à la droite de tendance du plus haut du cycle d'avant. Donc en fait, techniquement parlant, si on regarde vraiment d'un point de vue analyse technique, c'est chirurgical en fait le truc. Et c'était voulu, c'était souhaité. Mais souvenez-vous de ce que les gens vous disaient. Et quand ils vous disaient ah non mais machin, faut attendre des confirmations, c'est pas intéressant. Pareil pour l'Ether, pareil. Ici, ah, c'est pas intéressant d'acheter, ça va descendre plus bas, ça va descendre plus bas. Et nous, qu'est-ce qu'on disait? Attention. Attention. Oui, il y a toujours la possibilité que ça aille chercher plus bas. Mais là, vous êtes sur des niveaux historiquement parlant qui sont super intéressants. Ah mais non, on verra bien quand ça augmente, on verra bien. Bah, quand il y a eu le rallye, en quelques jours, voilà, 111% en quelques jours sur l'Ether. Et là, regardez la gueule des bougies qu'on a en ce moment. En weekly, si ça, c'est pas de la consolidation de l'extrême, c'est assez fou. Là, c'est vraiment la cocotte minute. Quand ça pète très fort. Et là, on est sur une période où, justement, on a tout ce qu'il faut pour augmenter. On a une clarification juridique, réglementaire. On a le Genius Act aussi, je vais en parler tout à l'heure, mais on a tout ce qu'il faut pour une augmentation. Simplement, là, pendant ces périodes-là, pendant que tout le monde se dit c'est pourri, c'est pas intéressant, ça va pas augmenter, oh là là, moi je m'attendais à ce qu'on soit en alt-season tout de suite, machin. Alors qu'ils ne comprennent pas que plus ça met du temps pour arriver, plus l'alt-season sera intéressante pour nous. Bah, au final, ces gens-là vendent à perte et puis bah, ça profite pour ceux qui seront là. C'est tout, c'est toujours pareil. Pourquoi il y a une majorité qui perd et une minorité qui gagne? Et la minorité qui gagne beaucoup pour ces raisons-là. Parce que la majorité est impatient. Ils ne sont pas capables de prendre des reculs, ils ne sont pas capables de subir cette volatilité, ils ne sont pas capables de comprendre leurs propres limites. Ils ont toujours l'impression aussi d'être capables d'avoir les bonnes compétences, l'expertise pour faire les trucs correctement. Et force est de constater que pour beaucoup d'entre eux, ce n'est pas le cas. Voilà. C'est ça la réalité. Mais là, on est sur une période où tout peut changer très rapidement. Il peut y avoir un Black Swan, ça peut aller retester plus bas, et après ça peut remonter. Enfin, voilà. Mais de se dire, là, maintenant, immédiatement, bear market, même si tout reste dans les clous, je ne vois pas sur quel scénario on se câble pour dire ça. Si c'est se dire, franchement, les arguments, j'adore écouter les arguments des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais à chaque fois, les arguments que j'écoute, c'est de dire il y a de l'incertitude sur les marchés, et puis on va faire le double top de 2021. En fait, tu fais un fractal. À quel moment le fractal en technique, en analyse technique, ça s'est révélé être vrai? Pour moi, c'est le même niveau que de l'astrologie. Là. C'est de l'astrologie. Déjà, l'analyse technique, à proprement parler, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, sur Éternel étudiant, pour montrer quand même les grosses limites de l'analyse technique et que la plupart des gens qui vont vous trouver des patterns et des machins, c'est très souvent pas reproductible et qu'il y a des gros biais à l'intérieur et que si vous mettez ça dans un calculateur, dans un ordinateur, ça vous montre qu'en fait, c'est pas scientifique, c'est pas mathématique. D'accord? Vous pouvez très bien avoir un bull flag et puis aller le péter à la baisse, avoir des patterns, des accumulations de wick-off, ce que vous voulez, et puis avoir un truc qui est breaké dans tous les sens parce que vous êtes sur un marché qui est d'une certaine manière aussi manipulé. Et de l'autre côté, avec très peu de liquidité. Donc en fait, vous pouvez être votre analyse technique sur un projet qui a 20 000 balles de liquidité. Vous dites, ah là, il y a un bull flag. Il y a une baleine qui arrive, qui nuke le price d'un coup parce qu'elle vend pour 300 000 balles de trucs. Ton graphique, il vaut plus rien. Tu peux pas faire de l'analyse technique sur des trucs comme ça. Ça vaut rien. Et vraiment, l'étude que j'avais retrouvée sur Éternel étudiant, c'était sur plus de 150 années d'historique, sur plus de 300 indicateurs techniques. Et j'en avais trouvé une autre qui avait analysé plus de 1500 indicateurs techniques et ils expliquaient que globalement, on n'était pas capable de savoir si ça donnait un edge ou non. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Mais ceux qui se basent sur les fractales pour vous donner des infos ou que sur la partie analyse technique en vous disant bah regardez là, on a eu un double top sur le cycle d'avant, donc là on peut l'avoir. Si c'est basé sur ça, la réflexion, en fait, pour moi, c'est une réflexion égale à zéro.
faut que vous ayez différents indicateurs qui ne sont pas corrélés les uns aux autres et qui potentiellement puissent pointer vers la même direction et qui ne soient pas calculés du tout de la même manière. C'est comme ça que vous arrivez à prendre des bonnes décisions. Et accepter votre risque aussi. D'accord. Qu'on parte en bear market par la suite, évidemment, pour moi, ça reste très largement envisageable. Mais là, en tout cas, le scénario privilégié, c'est bullish, hein, parce qu'il n'y a pas de raison de penser que ce sera différent là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les mecs. Hein. J'espère déjà que ça vous a plu, là, ce que je vous ai présenté.